Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous parlerons des ovnis en compagnie d'Olivier Danès. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Olivier Danès, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons parler dans cette émission d'un sujet qui passionne un grand nombre d'auditeurs, c'est-à-dire les ovnis. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des recherches sur les ovnis ? Eh bien, c'est un peu une voie détournée en fait. Moi, je me suis intéressé d'une manière générale j'ai été comme beaucoup de personnes un petit peu inquiet de l'évolution de l'humanité, comme beaucoup de gens. Je me suis dit qu'on n'allait peut-être pas dans le bon sens et qu'on prenait peut-être des risques même pour la survie de l'humanité. Donc j'ai mené des recherches à partir de là et je me suis aperçu qu'il y avait des traditions, on pourrait dire spiritualistes, qui parlaient de ça, modernes, qui parlaient de ça et qui faisaient le lien aussi avec les ovnis, sauf que eux appellent pas ça forcément des ovnis. Faut voir que derrière tout ça, c'est des jargons. Alors il faut aller bien sûr. au-delà des mots et essayer de comprendre le sens derrière. Et eux, ils parlent pas d'extraterrestres, mais ils parlent de frères de l'espace. Alors je trouve ça joli. De frères de l'espace. Voilà. Et donc c'est en m'intéressant à ce côté un peu, à cette recherche spirituelle et cette quête de sens, en fait, que j'en suis arrivé à rencontrer ce sujet des ovnis et à m'y intéresser comme à d'autres sujets d'ailleurs. Alors selon vous, qu'est-ce qu'on met derrière le mot ovni ? Et ces ovnis, d'où viennent-ils ? Alors voilà, là vous allez directement au corps du sujet. Bon, OVNI, bien sûr, c'est un objet volant non identifié. Il faut savoir qu'on en voit depuis, c'est pas depuis des décennies, c'est depuis des millénaires. Bien sûr. Moi, j'ai vu dernièrement la photographie d'une pièce de monnaie frappée sous Louis XIV. Elle était datée de 1680. J'ai appris que cette pièce de monnaie était d'ailleurs en vigueur depuis 1656, donc elle a duré un certain temps. Et sur cette pièce, on voit d'un côté un village dans le lointain, vous savez, un village sur des champs avec, on voit un clocher d'église, vraiment un paysage comme ça, un peu ancien avec un village et un clocher. Et au-dessus, on voit, mais très très gros, une forme qu'on ne peut pas définir autrement que comme celle d'un ovni, avec circulaire, avec des hublots, avec voilà. Et ça, c'est une pièce de 1680. Mais c'est qu'un exemple parmi plein d'autres, simplement pour dire que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, évidemment. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une recrudescence d'observation d'ovnis, et justement, ça va avec cette préoccupation de la survie de l'humanité. C'est ce que j'ai appris par la suite en étudiant ce phénomène-là. Il y a un lien entre la crise que traverse l'humanité, en fait, et le fait que cette recrudescence des ovnis, tout simplement, et là je réponds un peu abruptement à votre question, sans aller dans le détail, mais tout simplement parce qu'ils sont là pour nous aider. Voilà, tout simplement. C'est vrai que nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet, donc nous on rentre dans le vif du sujet, je veux dire. Pour nous, on a bien compris qu'il s'agissait d'extraterrestres. Mais alors, qui sont-ils ces extraterrestres qui sont là pour nous aider ? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, je voudrais répondre à une autre question avant qu'on pose aussi souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on les voit et puis pourquoi ils semblent disparaître. Et parce que beaucoup de gens ne s'expliquent pas ça. Et en fait, moi, je vais essayer d'expliquer ça avec un jargon plutôt, je ne sais pas si je peux dire ce mot à votre antenne, mais un peu ésotérique. Si, allez-y. Oui. On est libre. Mais je veux choquer personne. En fait, vous savez qu'en médecine chinoise, on parle de chakra. Oui. On parle de méridien d'énergie. Oui. Et ça, c'est bien sûr une réalité. Simplement que nous, en Occident, on n'est pas trop branchés là-dessus, mais c'est une réalité vraiment tangible pour ceux qui s'intéressent à cette question.
Mais ces réalités-là, elles sont dans un état de la matière qui ne nous est pas familier, qu'on peut appeler, souvent on appelle ça la matière éthérique dans le jargon. Donc on connaît les états de la matière, bien sûr, le solide, le liquide, le gazeux. Ça, on sait que le corps physique humain, il est constitué de solide, liquide et gazeux, surtout liquide d'ailleurs. Mais donc en Occident, on a perdu de vue qu'on était aussi composé, fabriqué de substances éthériques. Nos chakras, nos méridiens d'énergie, c'est de la substance éthérique. Et si on ne voit pas les ovnis tout le temps, et s'ils semblent disparaître, c'est tout simplement parce que eux vivent leur existence, c'est les frères d'espace qui viennent nous voir dans ces ovnis, sur les plans éthériques de la matière. C'est-à-dire que leur incarnation ne descend pas jusqu'au niveau du solide, comme c'est le cas pour nous. Et ceux qui viennent nous rendre visite, ont la capacité de se rendre, de densifier en quelque sorte leur corps, à la fois la matière de leur vaisseau, et puis leur corps à eux, si jamais on doit les voir, eux en tant qu'êtres, de manière temporaire, de façon à ce qu'on puisse les voir. C'est pour ça que ceux qui s'intéressent à Roswell, je pense que peut-être vos auditeurs on a fait une émission sur Roswell, oui, absolument. Voilà, ceux qui s'intéressent à Roswell savent que les témoins qui ont fini par parler après des décennies de silence imposés par l'armée américaine, ils ont dit que c'était incroyable parce que quand ils saisissaient un morceau de cette soucoupe qui s'était écrasée, eh bien, c'est comme si la matière se désagrégeait. Et en fait, c'est tout simplement que cette matière retournait à sa dimension éthérique. Oui, tout à fait. Et c'est là où on rejoint le côté spirituel et le côté des enseignements de sagesse ancienne qui expliquent cette constitution de l'homme qui est fabriquée non seulement de liquide, solide, gazé, mais aussi de matière éthérique, mais aussi de matière émotionnelle, on dit quelquefois la matière astrale, matière émotionnelle, et aussi de matière mentale, voilà, tout ça n'étant pour finir que la partie incarnée de nous-mêmes. Et la différence avec les frères de l'espace qui viennent nous voir, c'est que nous, franchement, on a un peu perdu de vue cette réalité-là. Notre quête du sens, elle n'est pas très aboutie, on va dire, elle va pas très loin, et sauf ceux qui sont vraiment beaucoup intéressés à la question, les personnes s'identifient à cette partie incarnée d'elle-même, c'est-à-dire en fait, moi je dis cette image du petit robot qui marche sur Terre, avec un corps, avec des émotions, avec des pensées qui croient que c'est les siennes, mais en fait c'est plutôt un petit moulin dans la tête qui se passe. Mais tout ça en fait n'est que la partie incarnée d'un être qui s'incarne justement. Et les frères de l'espace qui viennent nous voir, eux, en sont conscients de ça, d'où leur degré de sagesse très supérieur au nôtre. Et d'où l'aide qu'ils peuvent nous apporter d'ailleurs. Donc, ils sont dans une autre dimension. Comment font-ils pour justement densifier... Alors, pour que les auditeurs comprennent, on pourrait dire que nous, c'est un exemple, on est dans la matérialité et eux sont dans la physicalité. Ils ont leur plan d'existence sur les plans éthériques de la matière, c'est-à-dire, par exemple, les personnes sur Terre qui sont voyantes et qui voient les chakras, qui voient les méridiens d'énergie, eh bien, elles pourraient les voir, ces frères de l'espace, dans leur état normal, quand ils ne densifient pas leur matière. Mais le commun des mortels ne les voit pas. Et c'est là aussi où ça peut répondre à une question que beaucoup se demandent, mais d'où est-ce qu'ils viennent ? Eh bien, en fait, c'est qu'ils ne viennent pas si loin que ça. Simplement, parce que pourquoi penser qu'ils viendraient de Sirius ou des Pléiades ou d'autres galaxies, pourquoi pas, bon, peut-être, mais c'est quand même peut-être plus simple et plus évident déjà de penser que si vraiment la vie existe sur des plans éthériques de la matière, eh bien, il n'y a peut-être pas besoin d'aller si loin pour en trouver des frères de l'espace. Et c'est ce qu'enseignent les enseignements de sagesse ancienne qui disent que, par exemple, la planète Mars était autrefois habitée, alors c'est ce que les scientifiques commencent à supposer maintenant, puisqu'ils sont en train de découvrir de l'eau dessus, mais ça c'est affirmé par l'ésotérisme occidental depuis plus de 150 ans. Et en fait, ces planètes étaient, comme Mars, étaient habitées sur le plan physique, mais la vie s'est retirée du plan physique dense, donc solide, et elle se déroule aujourd'hui sur les plans éthériques de la matière. Alors nous, quand on envoie des sondes sur Mars ou sur Vénus, on voit des cailloux, des champs de cailloux, mais si on avait la vision éthérique, on verrait littéralement des civilisations, on verrait des règnes de la nature, donc des végétaux, des animaux, des êtres humanoïdes,
Mais voilà, on les voit pas parce qu'on n'a pas cette vision éthérique. La réalité, elle est quelque part plus simple que ce que beaucoup essaient d'inventer pour l'expliquer. Alors justement, à ce sujet, nous avions reçu Anne Givaudan à ce micro qui nous a expliqué que en décorporation, elle avait visité certaines planètes et elle disait que toutes les planètes étaient habitées dans l'univers en multidimension, pas forcément dans la 3e dimension, mais dans la 4e, 5e, 6e dimension. Et Nicole Dron, qui a vécu une NDE, nous disait qu'on lui avait dit de l'autre côté que l'univers entier était peuplé. Oui, et ça rejoint exactement les enseignements de sagesse ancienne, tout à fait. Et effectivement, la première personne, comment s'appelle-t-elle, Givaudan, Anne Givaudan, oui, a écrit un livre où elle parle de Vénus et qu'elle est allée sur Vénus, mais au niveau astral, et donc elle a vu des choses parce qu'elle était dans son corps astral, que si elle avait été dans son corps physique, évidemment, elle n'aurait pas vu. Et c'est la même chose que ce que disent certains pionniers du phénomène ovni, comme Adamski, par exemple, qui dans les années 1940-50 aux États-Unis était le premier vraiment à parler du phénomène ovni et de ses rencontres avec les frères de l'espace. Eh bien, il racontait exactement la même chose. Sauf que lui, vos auditeurs connaissent Adamski peut-être ? Oui, absolument. Comment dire, il avait écrit une partie du livre qui s'appelait Les soucoupes volantes ont atterri, je crois, qui était un livre qui avait été écrit en fait par un cousin ou un neveu de Churchill, qui était une sorte d'historien et qui avait fait un répertoire des apparitions d'OVNI dans l'histoire du monde. Et puis, juste au moment où il voulait faire paraître son livre, il a appris l'histoire d'Adamski, qui était paru dans les journaux aux États-Unis, et lui a demandé s'il était d'accord pour écrire un chapitre dans son livre. Et donc, c'est ce qu'Adamski a fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a connu l'expérience d'Adamski. Mais ce qu'on sait moins en France, c'est qu'Adamski a écrit énormément de livres, parce qu'ils n'ont pas tous été traduits malheureusement, et que en dehors de quelques livres où il raconte ses expériences factuelles avec les frères d'espace, dans d'autres livres, il raconte les enseignements que lui ont donnés les frères de l'espace en lui demandant de les divulguer. Et malheureusement, ça n'a pas été traduit en français. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces enseignements, donc c'est des enseignements de sagesse, des conseils donnés à l'humanité. Puis c'est très pratique, c'est pas de l'ésotérisme compliqué. C'est comment réorganiser la vie économique sur Terre, par exemple, de manière à ce qu'on arrête de se détruire, tout simplement. C'est des choses comme ça. Mais ça corrobore complètement les enseignements de sagesse ancienne sur les mêmes sujets, où ce que effectivement les personnes qui font des sorties astrales peuvent avoir comme enseignement lorsqu'ils ont affaire à des frères d'espace. Alors on entend parler un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, du passage de la Terre en 5e dimension. Moi j'en ai parlé à des chercheurs en sciences quantiques qui me disent que c'est possible. Oui, alors en fait, c'est possible, simplement c'est la manière dont c'est présenté qui est quelquefois un petit peu, on va dire un peu fantaisiste ou un petit peu, pleine d'enthousiasme. Certaines personnes sont pleines d'enthousiasme. Mais bon, il faut comprendre que la Terre, Gaïa, on dit, Gaïa est un être, et que cet être, comme tous les êtres dans l'univers, il évolue. Et que nous, en tant qu'humanité, on fait partie de Gaïa. On n'est qu'une fraction, qu'une petite partie de cet ensemble. Et que donc, si Gaïa évolue, nous on évolue. Tout ça, c'est assez logique. Et de même que l'être humain évolue, et de même que l'humanité dans son ensemble évolue, la Terre évolue et elle franchit des étapes dans son évolution. Et lorsqu'elle franchit des étapes dans son évolution, évidemment, c'est une répercussion sur les êtres humains. Mais l'évolution de la Terre, elle se déroule sur des éons et des éons, des durées de temps qui nous dépassent complètement, nous, par rapport à une durée de vie humaine. Et donc, faut pas... ça se passe pas du jour au lendemain, voilà, ce sont des grandes tendances, la Terre évolue, alors les enseignements de sagesse disent, oui, on passe d'air en air, vous savez, on parle d'air zodiacal. Donc on va passer de l'ère là on rentre dans le Verseau, dans 2000, un peu plus de 2000 ans, on rentrera dans le Capricorne, et au milieu de l'ère du Capricorne, donc ça fait 3000 ans d'ici là, vous imaginez, la Terre va effectivement franchir ce qu'on appelle une initiation majeure, c'est-à-dire, franchir un degré dans son état de conscience en tant que Gaïa. Et nous, bien sûr, comme on fait partie, comme ça, donc la Terre se prépare à ça en tant qu'être depuis très très longtemps, et cette préparation a une répercussion sur nous, sur notre propre évolution. Et donc c'est pour ça probablement ce sentiment d'accélération de l'évolution humaine que beaucoup sentent en ce moment. Alors on nous dit que depuis 2012, on est rentré justement dans un portail et que c'est déjà en route. Oui, c'est ça, c'est quelque chose
chose qui est en route, qui est en route. Alors au niveau de la Terre, au niveau de Gaïa en tant qu'être, hein, sur une très très longue période, et puis au niveau de l'humanité, elle franchit aussi des étapes. Et oui, alors on est en route alors à plusieurs niveaux. On est en route parce qu'on passe de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Donc ça veut dire qu'on... mais là on s'éloigne un petit peu de notre sujet, mais pourquoi pas, hein. Donc on passe des qualités des poissons qui étaient qui nous ont donné, donc pendant un peu plus de 2000 ans, notre qualité d'individualité, c'est-à-dire notre sentiment d'individualité. En 2150 ans des poissons, on a beaucoup changé en tant qu'être humain au niveau de notre conscience. Si vous vous reportez il y a 2000 ans, au temps de Jésus en Palestine, par exemple, hein, parce qu'on a ces images-là, nous, ici dans notre pays chrétien, mais les gens avaient la conscience grégaire, c'est-à-dire qu'ils étaient comme des moutons, en fait. Hein. Ils faisaient ce que leur père avait fait, leur grand-père avait fait, ou leur mère avait fait, etc. On reproduisait de génération en génération exactement la même chose, et on se considérait pas tellement comme un être séparé des autres, mais on faisait partie, on était membre d'un clan, membre d'une profession, on dirait aujourd'hui, d'un métier, hein, vous voyez. Et on a petit à petit acquis ce sentiment d'individualité, c'est-à-dire d'être chacun un être vraiment séparé. Et donc le prix de la vie, quelque part, a beaucoup, beaucoup évolué. Le prix de la vie individuelle. Alors donc on était là-dedans dans les poissons, mais ça, on est allé très loin là-dedans jusqu'à aller trop loin, c'est-à-dire jusqu'à l'individualisme au point d'arriver à un égoïsme forcené, on pourrait dire. Hein. Hein, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on laisse mourir tant de gens de faim sur Terre? C'est parce que vraiment on a perdu de vue que ça nous concernait, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Hein, on a oublié que c'était nos frères, nos sœurs, et que voilà, et moi ça va très bien, et donc qu'ils se débrouillent, quoi. Enfin, on évite même d'en parler quelque part. Dans certains milieux, c'est même tabou de parler ça. Et donc dans le Verseau maintenant, on va acquérir d'autres qualités, et notamment on va acquérir le sentiment de groupe, de faire partie d'un groupe. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le Verseau, on va de nouveau acquérir cette notion, cette conscience plutôt, de faire partie d'une vaste humanité comme une grande famille. Et qu'on est chacun comme les doigts d'une main, en fait. Et le rapport qu'on a à notre famille aujourd'hui, avec, je sais pas, moi par exemple, j'ai un rapport avec mes enfants, avec mes neveux, mes nièces, mes parents, etc. C'est un rapport qui est assez courant chez les gens dans la famille telle qu'elle est composée actuellement. Il y a quelque part, il n'y a aucune raison que ce sentiment que j'ai vis-à-vis de ma famille ne s'étende pas à l'humanité entière. Hein. Et c'est ça qu'on va acquérir au cours de l'ère du Verseau, qui est un âge d'or d'ailleurs. Hein. L'ère du Verseau, c'est un âge d'or. Et alors ça se fait tout ça par une évolution de la conscience, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution de la conscience. Et elle est lente, etc. Donc il y a des évolutions de la conscience au niveau de l'individu, et puis après, quand suffisamment de personnes acquièrent un nouvel état de conscience, cet état de conscience finit par se répandre très vite dans la masse de l'humanité. Ça devient un nouvel état de conscience. C'est comme ça que se créent les civilisations, d'ailleurs. Hein. Alors on a l'impression que les choses s'accélèrent. C'est exact, oui, il y a une sorte d'accélération de l'histoire, hein, peut-être pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Gaïa elle-même étant dans une phase de préparation à passer une initiation pour dans 3000 ans, pour elle 3000 ans c'est rien, nous on le ressent très fortement comme une accélération de l'histoire et de l'évolution de la conscience. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Danès et nous parlons des ovnis. Que pensez-vous des informations justement qui circulent un peu partout? On nous dit que les choses s'accélèrent et qu'en 2025 on aurait vraiment un grand bouleversement. Bon, moi je crois pas aux dates parce que d'abord on sait très bien que le temps n'existe pas sur les plans subtils. C'est-à-dire le temps existe au niveau de l'incarnation.
Alors ça, c'est quelque chose, pareil, que les ésotéristes disent depuis tout temps, mais que les physiciens aujourd'hui démontrent. Hein. C'est ça, on vit là aussi une période fantastique où la physique, la recherche en physique moderne, fondamentale, est en train de vraiment corroborer ce qui était que des affirmations, pour finir, faites par des ésotéristes des siècles passés. Ou des enseignements qui étaient reçus par des voies un peu plus subtiles. Et donc on est en train de montrer la validité de tout ça, et effectivement, en dehors de l'incarnation, le temps n'existe pas. Donc en fait, les maîtres de sagesse expliquent que eux vivent les choses par cycle. C'est un sentiment de cycle. Et donc eux-mêmes ont beaucoup de mal, par exemple dans leurs prédictions, à les fixer dans le temps. Ils voient une évolution générale, un peu comme une spirale, mais ils ont eux-mêmes du mal à les fixer dans le temps tel que nous on le vit. Et donc c'est pour ça que toutes ces prédictions qui ont été faites, maintenant on parle de 2025, je savais bien qu'on parlerait de 2025, mais avant on parlait de 2012, puis après avant on parlait encore de 2003, et puis etc. On peut remonter, on a toujours dit des dates comme ça. Malheureusement, je crois pas qu'il faille se fixer sur des dates. À un moment ça viendra, il y aura des choses majeures qui se passeront. J'espère que ce sera le plus vite possible. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, alors, je me reporte aux années 60 où Nicole a vécu son expérience. On lui disait de l'autre côté qu'on était en fin de cycle. Bon, on était en 68 quand même. Il y a eu du temps qui s'est passé et on lui a fait voir plein de choses qu'elle a vérifiées aujourd'hui. Alors, c'est des choses personnelles, mais aussi des choses qui concerne l'humanité, par exemple le chômage, tout ce qui est crise sociale, etc., ce qui se passe en ce moment, finalement, c'est ce qu'elle avait vu dans les années 60, ce qu'elle avait vu de l'autre côté. Donc, ça s'est quand même concrétisé. Moi, je connais d'autres auteurs. Moi, je m'intéresse à un auteur britannique qui s'appelle Benjamin Crème, comme de la crème, et qui raconte une histoire qu'il a vécue, une expérience qu'il a vécue en 1959, où il lui a été donné de voir le passé, le présent, le futur de manière simultanée, et dans lequel il pouvait voir aussi ces choses qui allaient se passer, sauf que il peut pas facilement les relier au temps, parce que c'est quelque chose qui se déroule, mais qui après, parce qu'il y a le libre arbitre humain qui fait que l'homme freine, ou l'homme va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il va dans le mauvais sens, quelque part il freine, et donc il freine le déroulement possible des choses, et les choses tardent à se produire. Et il y a des choses qui auraient pu se produire, des choses très bénéfiques pour l'humanité qui auraient pu se produire il y a peut-être 20 ans, et qui ne se sont pas produites, hélas pour nous, mais ça c'est notre fait à nous. Et il y a une autre chose aussi qu'elle dit de façon très intéressante, c'est Nicole Dron. Oui, Nicole, oui. Elle dit quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle a vu de l'autre côté. C'est qu'elle a vu qu'on lui annonçait le retour du Christ. Ah oui, tout à fait, oui. Carrément. Oui, je me souviens, oui, tout à fait. Alors ça aussi, ça corrobore les enseignements de sagesse qui annoncent que dans les phases de transition, lorsque l'humanité est en grande difficulté, se présentent des grands instructeurs pour l'humanité, comme des Bouddhas, comme le Christ en Palestine, ou les Bouddhas, comme le Bouddha il y a 2600 ans, ou comme l'ange Gabriel qui a inspiré le Coran à Mahomet, ou bien, Krishna par exemple, tous ces grands enseignants de l'humanité, dont on connaît vaguement l'histoire historique, mais qui ont été des gens qui ont apporté au niveau de la pensée humaine des choses marquantes. Et ces enseignements de sagesse disent que, effectivement, dans les phases de transition, se présente un être de ce calibre-là, donc ça correspond à ce qu'elle dit, cette dame Nicole Dron. Simplement, ce qu'on va avoir à comprendre, nous, c'est que un être de ce calibre-là, aujourd'hui, à l'heure du village planétaire, ne va pas se présenter uniquement pour les chrétiens, ou uniquement pour les musulmans, ou uniquement, il va se présenter pour tout le monde. L'humanité, elle est suffisamment une aujourd'hui en termes de communication pour que si des enseignements majeurs devaient nous être donnés, ils seraient donnés à tout le monde, et que les gens soient religieux ou pas d'ailleurs. Absolument, oui. Absolument. Et donc ça, j'ai été très intéressé d'entendre qu'elle témoignait de ça, Nicole Dron. Et je vous assure qu'il y a des auteurs très très sérieux de l'ésotérisme occidental qui parlent de ce sujet-là depuis plus de 150 ans et qui décrivent cette phase préparatoire à ce qu'on peut appeler le retour du Christ ou le retour parce que les bouddhistes eux attendent Maître-Ya, mais c'est le même être, l'arrivée de Maître-Ya. Les hindouistes parlent de l'avatar Kalki qui serait donc une réincarnation de Krishna. Bon,
peu importe les noms, parce que dans les traditions on a des noms différents, il va falloir qu'on reconnaisse que c'est un être unique pour tout le monde, mais cette dame, elle corrobore par son expérience personnelle quelque chose qui est véhiculé par tous ces courants l'ésotérisme moderne. C'est passionnant. Ouais. D'ailleurs, son expérience, elle disait que ça se situait tout à fait en dehors du dogme religieux. Absolument, oui, bien sûr. Ça se sent dans sa façon d'en témoigner. Ouais. Hein, c'est parce qu'autrement, des gens qui seraient trop pris dans le dogme religieux ne le raconteraient peut-être ça, mais d'une manière presque exclusivement chrétienne. En disant, mon Christ, ou le Bouddha que vous attendez, attention, c'est pas notre Christ, comme le pape d'avant avait dit. Bien sûr. Alors revenons à nos ovnis. Alors, on a l'impression aujourd'hui que, alors on le voit sur les réseaux sociaux, je sais pas si toutes ces photos sont véritablement fiables. Hein. Bon, il y a du vrai, il y a du faux, faut faire le tri. On a l'impression quand même que de plus en plus des gens voient des choses, et ça, bon, je l'ai constaté par contre, et aussi filment ou voient des ovnis. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette recrudescence d'ovnis en ce moment ? Ça fait partie d'un ensemble, parce que justement ce retour, comme on parlait tout de suite du retour d'un grand instructeur, mais ce qui est prévu généralement c'est qu'ils ne viennent pas tout seuls, donc il y a un groupe en fait qu'on peut appeler des maîtres de sagesse, et ces êtres-là travaillent avec les frères de l'espace, et donc il y a une sorte de recrudescence de leurs activités réciproques qui va dans le même sens, donc pour une prise de conscience de l'humanité. Et la prise de conscience de quoi ? Déjà du fait qu'on n'est pas seul. Non seulement on n'est pas seul parce qu'on n'est pas seul dans l'univers, hein, ce qu'on peut aujourd'hui généralement, moi je fais des conférences et généralement les gens croient qu'on n'est pas seul dans l'univers parce que au niveau statistique on sait que c'est pas possible qu'on le soit. Bien sûr. Hein. Mais ils se disent, généralement les gens se disent oui mais enfin ça nous concerne pas. Et si, ça nous concerne, donc ça c'est ce que nous montrent les ovnis et la présence des frères de l'espace. Donc on n'est pas seul en tant qu'humanité, et puis aussi on n'est pas seul en tant que règne de la nature. Parce que cette présence d'être spirituellement plus évolué que l'être humain, donc peut être aussi comprise comme la présence d'êtres qui appartiennent à un règne supérieur de la nature. Et quand on dit aux gens, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'être humain c'est le summum, enfin l'humanité, donc c'est le quatrième règne de la nature, hein, nous, hein, on connaît les règnes, hein, minéral, végétal, animal, humain, la plupart des gens s'accordent à dire c'est quand même possible qu'il existe des règnes supérieurs, même si on les voit pas, même si on les connaît pas. Et tout simplement, les êtres qui appartiennent à ce règne immédiatement supérieur de la nature, c'est ceux que dans les traditions de sagesse ancienne on appelle des maîtres de sagesse, hein, ou dans le bouddhisme on les appelle des bodhisattvas, hein, ou en Chine on les appelle des immortels. Donc c'est quelque chose qu'on a perdu de vue dans notre Occident et surtout en France laïque, mais qui est une autre dimension de ce qui existe. Et ce qu'on est en train de voir se produire avec cette recrudescence des ovnis et puis des miracles, hein, parce que ça va de pair en fait, c'est qu'on va découvrir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens qui vont nous aider et nous enseigner des nouvelles façons de vivre. Et l'âge d'or que attendent les traditions orientales pour l'heure actuelle, hein, puisque dans les traditions orientales on dit qu'on rentre maintenant dans un âge d'or, c'est une réalité, mais c'est un âge d'or qu'on va vivre avec des frères de l'espace parmi nous qui vont nous apprendre leur sagesse, leur technologie, etc., qui vont nous aider au niveau, parce que là on en a besoin aussi. Oui, grandement. Ouais. Et puis des maîtres de sagesse qui vont nous apprendre à évoluer en termes de spiritualité cette fois-ci, c'est-à-dire en tant qu'être. Bien sûr. Hein, on va retrouver le sens de la vie, on va retrouver le sens de la fraternité humaine, et on va être stimulé dans notre évolution personnelle, chacun, c'est-à-dire l'évolution de la conscience. Donc on vit une époque vraiment formidable. D'ailleurs, ce qu'on avait dit à Nicole, dans son expérience, on lui avait dit que si tous les problèmes qu'on avait, c'était parce que il y avait une science sans conscience sur la Terre. Absolument. C'est aussi, si vous lisez, dans les années 50-60, il y a un certain nombre de personnes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou ailleurs, aux Pays-Bas par exemple, qui ont été contactés par des frères d'espace, c'est-à-dire des êtres sortis d'OVNI, avec qui ils ont eu des conversations plus ou moins longues, à plus ou moins grande reprise. Certains sont rentrés dans les ovnis, d'autres non. Certains sont rentrés dans les ovnis qui ont décollé pour aller se balader, d'autres non, etc. Donc les cas de figure sont un petit peu différents, mais ce qui est commun, c'est qu'ils prétendent avoir été contactés. Et alors le cas le plus connu, c'est Adamski, mais il y en a d'autres. Et ces gens-là ont vécu bien sûr d'immenses difficultés à l'époque, parce que
affirmé qu'on avait été contacté, c'était passé pour fou. Dans le cas des Américains du Nord, donc des États-Unis, les gens qui vivaient là-bas, c'était même se voir interdire de publication. Donc certains ont réussi quand même à publier des choses en se faisant passer pour des auteurs de science-fiction, et donc ça n'avait pas énormément d'impact forcément. Et puis d'autres se sont tus, tout simplement, ils n'ont rien dit. Jusqu'à des années après, où ils ont commencé un petit peu à témoigner. Hein. On sait que beaucoup de gens sur leur lit de mort, c'est un peu triste, mais à ce moment-là se mettent à témoigner en disant mais ça je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé, il faut absolument que je le dise. Et donc c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a un certain nombre d'auteurs, comme Adamski, qui ont été en contact et qui ont rapporté les enseignements, si je peux dire ce mot-là, enfin oui, les indications qui leur étaient données par les frères Lespas. Et ce qu'on voit dans tous ces livres, quelque chose en commun qui ressort, c'est que d'abord, la première chose dont a besoin l'humanité, c'est pas de nouvelles technologies, mais c'est de davantage de sagesse. Et cette sagesse, elle doit se traduire par une meilleure façon de vivre ensemble. Et la façon de vivre ensemble, c'est l'économie. Oui, tout à fait. Donc c'est assez curieux parce que c'est pas si fantastique que ça pour finir. C'est du bon sens. Oui. Par exemple, j'ai sous les yeux un certain Dino Craspedon, c'est un Brésilien dont il a été contacté dans les années 50. Et il dit, l'enseignement qu'il a reçu est sans équivoque. Et ça dit, j'ouvre les guillemets, les guerres se produisent contre la volonté de la plupart des gens. C'est du bon sens. Car les pauvres répugnent au combat. Les carnages sont le privilège des riches et des puissants. Et ça se termine en disant, l'abondance et la cupidité les aveuglent. Les conflits sont les rejetons de l'égoïsme. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas combien, 60-70 ans plus tard, on en a eu la démonstration de cette bêtise humaine-là. Eh bien, l'ensemble de ces personnes contactées disent la même chose. Les frères de l'espace nous disent, remettez de l'ordre dans votre maison au niveau de l'économie, c'est-à-dire de la façon dont vous répartissez les richesses entre vous. C'est la première chose à faire si vous voulez sauver la Terre. Et ils disent, nous ne pouvons pas vous donner des technologies que vous risqueriez de mal utiliser, parce que bien sûr, si on avait des technologies aujourd'hui, qu'est-ce que s'efforcerait de faire les gens? C'est de la breveter, et puis ensuite de l'utiliser pour des fins égoïstes. Bien sûr. Voilà. Et c'est intéressant de voir que les frères de l'espace, alors ça c'est pour on va dire des enseignements pour la vie quotidienne, mais ils donnent aussi des enseignements qui sont plus ce que nous on appellerait des enseignements spirituels et qui rejoignent tout à fait les enseignements de la sagesse ancienne donnés par des gens comme comme Alice Bailey, ou par Krishnamurti, si vous connaissez ce grand sage de l'Inde. Il y a vraiment une sagesse commune entre nos maîtres de sagesse et les frères de l'espace. Et ils nous disent la même chose. Voilà. Mais on a le libre arbitre en tant qu'être humain, et donc c'est à nous de choisir si on veut mettre en œuvre leurs conseils ou pas. Alors visiblement, ils auraient très très peur du nucléaire. Et est-ce que c'est pour ça qu'on voit, enfin certaines personnes voient beaucoup d'ovnis autour des centrales nucléaires? Absolument, c'est exact. Alors eux servaient un peu à cette notion de libre arbitre là, dont j'étais juste en train de parler, et du choix de l'humanité. C'est-à-dire que lorsque la responsabilité humaine n'est pas en cause, ils peuvent beaucoup nous aider. Mais lorsque la responsabilité humaine est en cause, c'est à nous de payer le karma, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que si on fait des bêtises, c'est à nous de payer et de rectifier le tir, si on est assez intelligent pour le faire. Et il se trouve que dans le processus de fission nucléaire, lorsqu'on fissionne des atomes, il se passe quelque chose au niveau éthérique de la matière. Mais la science aujourd'hui ne le sait pas, ne le reconnaît pas, n'est pas apte à ne serait-ce que le mesurer. Donc on fait les choses en fissionnant des atomes qui ont une répercussion éthérique gravissime. Voilà, c'est ça. Mais comme on ne le sait pas, les frères de l'espace peuvent nous aider et donc réparer un peu les choses. Et donc c'est pour ça on les voit souvent en rapport avec le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire d'ailleurs. On a beaucoup d'observations autour des centrales civiles ou autour des silos de lancement militaires, parce qu'ils viennent pour réparer, soigner la substance éthérique de la planète, qui serait sans ça très endommagée s'ils ne faisaient pas ce qu'ils font. Et d'après cet auteur, Benjamin Crème, qui lui est en contact avec un maître de sagesse, il affirme que sans l'aide apportée par les frères de l'espace, aujourd'hui la vie sur Terre ne serait déjà plus possible. Ah oui, j'avais déjà entendu parler de ça. À cause de cette... voilà. Mais
bien sûr, si on prend une bombe atomique et qu'on l'envoie sur quelqu'un, et ben là, ils peuvent pas nous empêcher de le faire parce que c'est notre choix. Ils sont comme des grands frères ou des grandes sœurs ou comme des parents vis-à-vis d'enfants. Ils peuvent nous donner des conseils, mais ils peuvent pas tout faire à notre place. Sans ça, ils nous priveraient de toute capacité d'évolution. Oui, mais ça peut être dangereux pour la galaxie. Alors oui, alors ça c'est vrai. C'est un autre point aussi, c'est que c'est vrai que si on faisait disparaître la planète Terre, et on pourrait le faire, si j'ai bien compris au niveau technique, avec les bombes atomiques, si la Terre s'évaporait dans l'espace ou se cassait, ça aurait bien sûr des répercussions dans le système solaire pour comment on appelle les autres planètes, dans leur fonctionnement, dans leur orbite. Et ça, les frères de l'espace ne nous laisseraient pas faire ça quand même. Ah, vous me rassurez. Notre libre arbitre ne va pas si loin. Le libre arbitre fait qu'on pourrait se détruire en tant qu'humanité. On a le droit de se suicider quelque part, mais pas de détruire la planète qui est Gaïa, qui elle ne nous appartient pas. Et entraîner les autres. Et entraîner les autres en plus, voilà. Donc on est énormément aidé, et ça c'est une très très bonne nouvelle. On est aidé de pas dépasser les bornes. C'est vraiment comme des parents, voilà, c'est ça. Ils vont aider les enfants à ne pas, ils vont mettre des limites aux enfants, mais à l'intérieur de ces limites, les enfants peuvent faire un certain nombre de bêtises. Ils peuvent courir trop vite et s'écorcher les genoux, ou se tordre les pieds, ou faire du ski et se casser la jambe, même se retrouver à l'hôpital. Ils peuvent même se suicider, hélas, mais pas faire du mal aux autres. À votre avis, est-ce que les gouvernements sont au courant ? Alors oui, les gouvernements sont globalement au courant. Maintenant, ça dépend qui. Parce que j'imagine que c'est un sujet, vous savez, il y a des sujets tabous. Et le problème des sujets tabous, c'est que tout le monde, c'est comme les secrets de Polichinelle, tout le monde est au courant, mais personne n'ose en parler, en disant, j'ose pas en parler parce que lui, il doit pas être au courant, voilà. Malheureusement, ça existe aussi dans les gouvernements, les sujets tabous. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont informées. Bon, ceux qui s'intéressent au sujet des ovnis connaissent, savent que des gens comme Eisenhower ou Carter, ont eu des expériences avec les ovnis, le pape Jean 23, etc. Bon, il y a plein de choses connues comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui probablement ne sont pas au courant. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Danès et nous parlons des ovnis. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir vraiment une révélation officielle? On nous pose la question, alors, 10 fois par jour. Et les gens n'attendent que ça. Eh ben, c'est bien, il faut le dire. Il faut faire des émissions là-dessus. Il faut que, vous savez, plus on est prêt, plus ils peuvent se montrer tout en respectant, encore une fois, notre libre arbitre. C'est comme les maîtres de sagesse, c'est comme le Christ. Le Christ pourra se montrer à l'humanité, donc ce retour du Christ pourra se produire dès que l'humanité sera prête à l'accueillir. Et comment faire pour aider que ça puisse se produire? La première chose qu'on puisse faire, chacun d'entre nous, c'est en parler. Votre émission est formidable pour ça. Parce que vous participez, en parlant, vous participez à préparer le public à cet événement. Ce qui veut dire que lorsque l'événement pourra se produire, eh bien le public sera davantage préparé, donc aura un accueil meilleur. Voilà, parce que ça ferait pas tellement sens qu'ils apparaissent si le public n'est pas préparé, parce que les réactions du public, malheureusement, seraient pas forcément favorables. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur les médias alternatifs, sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à être sensibilisés. Moi, je vois beaucoup de gens, même dans les petits villages, les gens en parlent de plus en plus. Oui, moi je pense que c'est pour bientôt. Moi je pense que on dit quelquefois dans certains milieux, on parle du retour à la vie publique des maîtres de sagesse. Eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose pour très bientôt. Et les frères de l'espace, ça va avec. Moi, je ne sais pas lesquels on verra en premier. Certains disent qu'on verra d'abord le Christ ou Maître Ya, si on est bouddhiste, peu importe le nom. D'autres disent qu'on verra d'abord les frères de l'espace. Moi, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est conjoint. Ils travaillent déjà ensemble, de toute façon. Ce sont des gens qui sont complètement télépathes. Il faut comprendre ça aussi. Ah oui, tout à fait.
Pourquoi les frères de l'espace, ceux qui ont été témoins, racontent que en fait la communication elle était à l'intérieur de la tête, que les gens parlaient pas, c'est de la télépathie en fait. Ils sont capables de nous rendre télépathes pendant un moment en tout cas, pour qu'on puisse comprendre leurs enseignements. C'est la même chose pour les maîtres de sagesse. Donc eux communiquent entre eux au niveau de la télépathie et travaillent ensemble. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui peuvent nous aider justement en nous envoyant de temps en temps des messages télépathiques audibles? Moi, je pense que ça peut se produire. Alors après, c'est une question de discernement. Comme vous disiez tout à l'heure, on trouve un peu de tout. Après, chacun doit discerner. Moi, je connais mieux pour les maîtres de sagesse. Ce qui est dit généralement, c'est que ils donnent rarement des messages audibles, mais ils donnent des messages qui sont plutôt des prises de conscience, c'est-à-dire des expériences que vous vivez et qui vous font prendre conscience de quelque chose. Donc ça vous donne une prise de conscience, une sorte d'ouverture de conscience qui est produite par des phénomènes qui peuvent produire, plus que quelquefois des messages qu'on peut entendre dans sa tête. Mais je suis sûr que ça doit se produire aussi quand on entend des messages dans sa tête. Oui, des petits rappels à l'ordre, par exemple. Oui, peut-être, oui. Alors après, vous savez, tout ça c'est très complexe. Oui. On a aussi des êtres qui vivent sur les plans, vous savez, les gens, les gens, une fois qu'on est décédé, on peut continuer à avoir une certaine conscience de ce qui se passe autour de la Terre. Si on fonce pas vers la lumière assez vite, on va rester autour de la sphère terrestre et voir nos anciens parents, nos anciens amis, nos anciens ennemis aussi. Et lorsqu'on trouve, on trouve une personne qui est un peu médium, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de synchronie vibratoire entre cette personne et nous, en tant qu'être désincarné à ce moment-là, eh bien on peut transmettre des messages. Et si la personne, elle sait pas trop faire le tri, elle va entendre quelque chose dans sa tête en se disant tiens, j'ai peut-être eu un message d'un extraterrestre, mais non, c'est peut-être juste votre voisin qui est mort. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et donc après, c'est bon, la source, c'est quelque chose. Bien sûr, c'est bien de connaître la source parce que ça donne une sorte de fiabilité, de degré de fiabilité au message. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas la connaître, la source. On doit analyser le message en termes de ce qu'il dit, avec son intelligence, on l'analyse, mais aussi avec ce qu'il nous fait. Est-ce que je me sens mieux ? Est-ce que je sens une sorte de guérison intérieure, un apaisement? Est-ce que je sens une réponse à mes questions? Et à ce moment-là, ce message, il a de la valeur pour moi. Et après tout, quelle que soit sa source, peu importe. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont été contactées par des extraterrestres? Oui. Non, personnellement, non. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vu des maîtres de sagesse, parce que je me suis plus intéressé à ce domaine-là, et qui ont eu des contacts avec des maîtres de sagesse. Ça, oui, j'en ai rencontré beaucoup. Mais c'est presque... Je ne sais pas si c'est la même chose sur le fond des choses. Mais ça se ressemble. Sur l'enseignement, comme je disais au début, l'enseignement des deux est le même. Oui. Ils cherchent à aider l'humanité. Donc forcément, ils disent la même chose. Parce que l'humanité, ce qu'elle a à faire, premièrement, c'est à revoir son système économique et instaurer... Alors ça, il y a un maître de sagesse qu'on appelle Maitreya. Donc, en fait, c'est le nom que les bouddhistes donnent à leur Bouddha qu'ils attendent. Les bouddhistes savent que le Bouddha Gautama, il y a 2600 ans, avait prédit qu'après lui viendra un autre Bouddha, qui s'appellerait Maitreya, donc. Et donc, les bouddhistes attendent la venue sur Terre de ce nouveau Bouddha qui s'appellerait Maitreya. Et les ésotéristes disent, des gens comme... Alice Bailey, qui était la fondatrice de la Société théosophique, par exemple, disait qu'en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'ère du village planétaire, l'instructeur qui viendrait pour l'humanité entière, et donc ça serait pas plus le Bouddha des musulmans que le Christ des chrétiens, l'un et l'autre. Et donc des communications qui ont été données par cet être-là affirment que pour lui, sa grande priorité pour l'humanité, elle n'est pas avec des grands enseignements de conscience. C'est un peu comme s'il nous disait tous les enseignements spirituels dont vous pouvez rêver, vous les avez déjà, ils existent déjà. Prenez-en conscience, mais ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est de les appliquer. C'est ça. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est appliquer les grands idéaux que nous ont donnés le Christ il y a 2000 ans. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire, il y a 2000 ans, c'était comme une idée nouvelle qui ne nous traversait même pas l'esprit. Comme je repartais à la conscience de l'humanité il y a 2000 ans. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est devenu les idéaux de quasiment l'entièreté de l'humanité. Tous les pays qui adhèrent à l'ONU ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans lequel il y a un article qui dit que chaque être humain a le droit à de la nourriture en quantité suffisante. Et a le droit, deuxièmement, à avoir un logement, un toit, a le droit à avoir accès aux soins de santé et a le droit à avoir accès à l'éducation. Et ça, c'est l'enseignement du Christ il y a 2000 ans pour finir. Qu'on a aujourd'hui mis comme un idéal, mais on ne l'applique pas. C'est l'idéal reconnu de l'humanité entière, mais on ne l'applique pas. Et ce qu'on va faire dans l'ère du Verseau, parce que c'est aussi les qualités du Verseau qui vont nous aider à ça, ou les énergies qui vont venir avec le Verseau, qui sont des énergies qui vont nous permettre d'ancrer dans la matière ces idéaux, les idéaux que nous avons, et c'est à ça que va nous servir, c'est ce que va nous enseigner Maître Ya ou le Christ, ou dans d'autres traditions on l'appelle l'instructeur mondial, enfin le futur instructeur pour l'humanité, qui va enseigner l'humanité au moment de l'ère du Verseau, en collaboration avec les frères de l'espace. Eh bien, il va nous enseigner, nous dire, la première chose à faire, c'est d'incarner ces grands idéaux que vous avez concrètement dans la matière. Mais c'est à vous de le faire en tant qu'être humain. Il nous dit, nous, en tant que maître de sagesse, on ne peut pas faire des miracles et le faire pour vous. Oui, tout à fait. Théoriquement, il pourrait le faire. Mais à ce moment-là, il nous empêcherait de croître, encore une fois, et de grandir. Donc ils vont pas le faire à notre place, mais ils peuvent nous donner le conseil de le faire. Et là où on est une époque formidable, avec lorsqu'on va voir les frères de l'espace parmi nous, lorsqu'on va voir les maîtres de sagesse parmi nous, eh bien on va beaucoup plus écouter leurs conseils. Parce qu'aujourd'hui, les conseils, que ce soit ceux des maîtres de sagesse ou ceux des frères de l'espace, ils viennent toujours par des intermédiaires. C'est-à-dire des gens qui sont chargés, qui ont d'ailleurs pas forcément envie de le faire, parce que c'est pas forcément amusant, ils sont chargés de relayer les enseignements qui ont été donnés. Mais lorsqu'on les verra officiellement, lorsque le collectif humain reconnaîtra leur existence et qu'on les verra vraiment, l'enseignement, il viendra direct. On verra le Christ à la télévision, si vous voulez l'appeler comme ça, ou vous l'appellerez peut-être l'avatar calquidé, peu importe comment on l'appellera, on le verra à la télévision. Donc imaginez à quel point, effectivement, la conscience humaine va croître à une vitesse beaucoup plus grande. Alors il y a un autre problème, pour terminer, on parle beaucoup du projet Bluebeam. Vous connaissez le projet Bluebeam ? Oui, alors il y a un certain nombre de choses qui sont véhiculées comme ça et qui relèvent, pour moi, plutôt de la désinformation. Je connais pas vraiment le projet Bluebeam, mais je pensais aussi à ceux qui s'intéressent au chemtrail. Il faut arriver à comprendre le mécanisme de la désinformation. Et il y a aux États-Unis des agences, encore aujourd'hui, qui sont encore en fonction, même si elles ont beaucoup moins d'importance que du temps de la guerre froide, et qui ont pour objet, ils sont payés pour ça, les gars, c'est d'inventer des histoires horribles pour détourner l'attention du phénomène OVNI, ou pour faire peur. Et donc ça crée chez les Américains qui s'intéressent au phénomène OVNI, je peux les comprendre, moi, une sorte de paranoïa, qui fait que dès qu'il y a des choses horribles comme ça, ils rentrent dedans. C'est comme l'histoire vous savez, des vaches là qui étaient dont on prélevait soi-disant les organes dans les champs. Des ovnis seraient venus pour des organes dans les vaches, dans les champs, et absolument, en quantité mais c'est tellement illogique de penser que des êtres qui auraient la technologie pour venir nous visiter, qui pourraient se rendre visibles ou invisibles, qui ont manifestement des technologies pour ne pas être tributaires de la gravité, qui ont des comportements qui sont complètement dans l'innocuité, parce que vous avez aujourd'hui des anciennes personnes qui ont rang de chef d'État qui affirment que les ovnis sont complètement inoffensifs. Voilà, et de dire que ces gens-là iraient prélever des organes dans les vaches, alors qu'ils sont totalement télépathes. C'est complètement absurde. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans et qui après font des sites internet pour dire que attention, qu'est-ce qui va nous arriver. Oui, il y a beaucoup de paranoïa sur le net. Ça crée de la paranoïa et c'est ce que cherchent à faire des gens qui sont payés pour faire cette désinformation. Alors, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Alors, moi, ce que je veux dire d'essentiel, c'est vraiment que c'est une très bonne nouvelle, tout ça. Que effectivement, on est en phase de sortir de notre système qui arrive à bout de souffle et qui nous conduit dans le mur. Qu'on a des pistes pour ça, on peut s'y intéresser. Je peux vous conseiller un seul ouvrage ou deux, si vous voulez, aux auditeurs. On a des pistes pour sortir du mur, de la direction dans laquelle on va. Donc lisez les témoignages des contactés, lisez les gens qui écrivent au sujet des maîtres de sagesse,
Et vous verrez à quel point c'est une bonne nouvelle, c'est formidable, quoi. Et chacun d'entre nous, on peut faire notre petit pas. Hein. C'est l'histoire du colibri. Vous connaissez sûrement l'histoire de Pierre Rabhi. Ouais. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre petite partie pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et arrêtons d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsqu'on sait tout ça, quoi. Hein. Si on a peur, c'est qu'on n'est pas vraiment convaincu. Tout à fait. Et la peur est la pire la plus mauvaise conseillère, comme on sait. Hein. C'est sûr. Olivier, je peux donner le titre d'un ouvrage? Allez-y. Hein, c'est un ouvrage. Alors c'est un ouvrage que j'aime bien parce qu'il fait le lien justement entre le côté frères de l'espace, donc OVNI. Et donc il explique à quoi servent les OVNI, d'où ils viennent, etc. et comment fonctionne cette histoire de vie éthérique, hein, que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. Ouais. Et puis il met d'un autre côté le côté maître de sagesse. Et il montre comment les deux travaillent ensemble. Et qu'est-ce que c'est que ces maîtres de sagesse? Qu'on n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler là. On en reparlera une autre fois. Voilà, d'où ça sort, quelles sont les traditions qui en parlent, etc. Et qu'est-ce qui montre effectivement leur présence dans le monde. Quels sont les signes qui montrent qu'ils sont là et qu'ils s'approchent petit à petit de l'humanité. Et donc ce livre s'appelle Le rassemblement des forces de lumière. Parce qu'à la fois Frères de l'espace et Maîtres de sagesse sont des forces de lumière, on peut dire, qui se rassemblent pour aider l'humanité à sortir du pétrin. Et donc c'est un livre de Benjamin Crème, C-R-E-M-E, et c'est paru aux éditions Partage. Donc d'accord. Ça sur Internet. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des projets? Moi, je fais des conférences et des émissions de radio pour parler de tout ça, dès qu'on m'invite. Hein, d'accord. D'écriture, par exemple, non? Alors, j'ai un projet dans le coin de la tête, mais c'est rien de commencé. Bon, ça serait pour plus tard. On peut vous retrouver sur Internet? Alors, moi, personnellement, j'ai pas de site Internet. Donc, si vous voulez un site... Alors, il y a un site que moi, je considère vraiment très, très sérieux, parce que j'aime pas les sites où, après, on se demande si c'est... Comment faire le tri, quoi. Ah oui. Alors, moi, j'ai un site que je peux conseiller, mais c'est simplement, malheureusement, c'est un site en anglais. D'accord. Mais peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutent peuvent au moins lire l'anglais. C'est un site d'un néerlandais, c'est un prof d'université à Amsterdam, et qui, lui, s'est spécialisé vraiment sur les messages donnés par les Frères de l'Espace. Il considère que c'est plus le temps maintenant d'essayer de prouver l'existence des Frères de l'Espace. Il dit maintenant, bon, allez, c'est du passé, ça fait des décennies qu'on essaye de dire, de prouver. C'est tellement évident maintenant qu'ils existent que c'est intéressant maintenant de s'intéresser à leurs enseignements, à qu'est-ce qu'ils nous disent de faire, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et lui, donc, il se consacre à ça. Il s'appelle Artsen. Donc, c'est 2A, R-T-S-E-N, Gérard, c'est son prénom. D'accord. Et donc, on peut trouver son site sur Internet, ou son blog. Et autrement, vous pouvez, alors si vous vous intéressez plus au volet maître de sagesse, vous pouvez regarder le site de Benjamin Crème, qui est lui rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Cher International, mais qui est une revue qui est traduite en japonais, en espagnol, en anglais et en français, figurez-vous, et qui s'appelle Partage International. Donc c'est possible d'aller voir le site internet de Partage International, et dedans il y a des pages consacrées à tous ces phénomènes inexpliqués d'aujourd'hui, dont beaucoup sont produits par des Frères de l'Espace. Merci Olivier Danez d'avoir partagé ce moment avec nous, et à très bientôt sur cette antenne. Eh ben merci à vous Alain, et merci à vous et vos auditeurs pour votre ouverture d'esprit. Avec plaisir. Au revoir. Fréquence Évasion.